Bienvenue dans PAF, c'est le dernier PAF de la saison et comme vous le savez, quand on arrive à la fin d'une saison, on aime beaucoup faire un bilan de ce qui s'est passé pendant une année. Nous ne dérogerons pas donc à la règle en revenant sur quelques-uns des événements que nous avons nous-mêmes commentés ici, en se demandant si nous avons fait des bons commentaires ou si ces commentaires ont changé avec le recul et avec le temps. Et puis on parlera aussi un petit peu d'actualité. Pour parler de tous ces sujets, Stéphane Monceau, bonsoir. Bonjour Patrice. Je dois dire que une petite pensée pour les coureurs du Tour de France qui ont un peu moins chaud que nous. Exactement. Dans ce studio, voilà. Qui peuvent nous plaindre. Donc, ils peuvent nous plaindre. Stéphane Monceau de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Toujours. Je préfère ça UVSQ. UVSQ. Pas vraiment à dire. Versailles-Saint-Quentin. Florence Mercadet du barreau de Versailles. Bonjour. Toujours. Toujours. Voilà. Pas encore radié. Pas encore radié, mais malgré Tout vos va bien. propos dans cette émission. Ben oui. Pourtant, on pourrait vous en tenir rigueur. Mustapha Larbaoui, qui est toujours à l'ordre des pharmaciens. Pas radié non plus de l'ordre. Ni de l'ordre du des Football Club de Trappes. Non plus. Voilà. À Limoges. Non, on est en plein transfert là, en ce moment. C'est pas transfert, le c'est la mercato. période des transferts. C'est le mercato là. Ouais. Donc on Vous avez gère. acheté de Trappes? Non, c'est pas vous, c'est PSV. Non, pas d'argent, c'est juste du troc. Très bien. Sephora Lamani. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça y est, l'année universitaire est finie là. L'année scolaire touche à sa fin, c'est Bon. ça. Partiel terminé. Partiel terminé et réussi? J'espère, oui, résultat dans 15 jours. D'accord. Bah, vous nous tiendrez au courant la saison prochaine. C'est ça, je vous dirai. Et Jean-Charles Lajoigny, éditeur évidemment. Peut-être que, tiens, en fin d'émission, vous pourrez peut-être nous donner un ou deux conseils de avec livres avec plaisir. à emporter dans nos bagages. Très bonne idée. D'accord. Parfait. Alors, je l'ai dit, on va revenir sur un certain nombre d'événements de l'année, mais il y a aussi des faits d'actualité. Il y a actuellement les négociations qui se passent avec la Grèce, entre l'Europe et la Grèce. Il semble qu'on va arriver vraisemblablement à un accord, si cet accord est ensuite ratifié par les parlements et les parlements nationaux, notamment le Bundestag qui pourrait faire obstacle. Mais voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut faire des efforts pour que la Grèce reste dans la zone euro? Ou est-ce qu'il faut la laisser revenir au drachme? Est-ce que c'est ça la solution? Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Moi, je suis choqué par l'attitude de Tsipras. C'est-à-dire qu'il organise un référendum très bien, très vite, parfait. Tout le monde, la moitié du monde le critique, l'autre moitié dit que c'est très bien. Enfin bon, peu importe, je ne suis pas d'avis. Le référendum a lieu. Le peuple grec s'exprime, dit non, à quand même 65%, je crois. Et 3 jours après, le même Tsipras arrive en Europe en disant, ben voilà, on a 65% de nos compatriotes ont voté non, mais je propose ce contre quoi ils ont voté. Enfin, il se moque de son peuple, il se moque de tout le monde. Non, sauf qu'il va obtenir vraisemblablement quelque chose sur la dette. Oui, enfin, les Grecs ont voté contre les 3 propositions qu'il a faites. Oui, mais enfin, il revient un peu renforcé à la table des négociations, probablement, non? Oui, mais enfin, je veux dire, ça sert à rien de faire voter les gens. Enfin, c'est un déni de démocratie. Tout le monde était là en train de dire c'est merveilleux, la démocratie, vive les Grecs. Non, ben là, c'est un scandale absolu. Enfin, ça n'a aucun sens. Sévan? Précisément sur le référendum. Alors c'est un peu vrai que manifestement ce qu'il est en train d'accepter correspond à l'exact contraire de ce pourquoi les Grecs ont voté. Mais il y a une pression pour qu'ils acceptent. Au sujet de ce référendum et du référendum en général. Alors ce référendum, moi j'ai été assez, enfin pas étonné, mais abasourdi par le fait que beaucoup d'électeurs grecs ne savaient pas s'il leur fallait voter oui ou non. Pourquoi? Parce que la question. On ne savait pas très bien quelle était la question. Est-ce que vous voulez rester dans l'Europe et la zone euro? Est-ce que vous voulez des propositions? Je crois que le plan qui leur a été proposé était plus bon. Exactement, le plan était caduc. Et donc, moi, ce qui me fait dire, si vous voulez, peut-être aussi à contre-courant, où on s'extasie devant le référendum, on va en mettre partout en disant ça y est, ça va être démocratique, etc. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que le référendum est en soi un mécanisme antidémocratique, mais pas loin. Pourquoi? Parce que le peuple ne maîtrise pas la question. La question est entre les mains de ceux qui ont le pouvoir, et qu'en posant les bonnes questions, on peut faire en sorte d'obtenir les bonnes réponses. Alors je ne dis pas que le peuple se trompe, je ne dis pas que les gens sont des crétins, mais en tout cas, il faut arrêter de considérer ou de surinterpréter les vertus démocratiques du référendum, parce que le référendum, ça n'est pas la démocratie. Surtout quand c'est organisé en moins de 8 jours. Alors, oui, comment est-ce que les Grecs peuvent arriver à savoir? Ils ont plus l'habitude de la démocratie que nous, visiblement. Non, et pour revenir à ce que vous disiez, est-ce que vous pensez au fond que ce référendum, c'est toujours la critique qu'on fait à un référendum, c'était une sorte de plébiscite pro ou contre Tsipras,
pour lui donner plus de moyens de négocier. Moi, je pense que le fin fond de l'histoire, enfin si tant est qu'on puisse l'identifier, ça n'était pas tant un poids pour ces négociations avec le reste de la zone euro que, surtout, me semble-t-il, un mécanisme destiné à le renforcer au sein de sa propre coalition. Oui, il y a une coalition extrêmement hétéroclite. Je ne crois pas que, contrairement à ce qu'on lit, Tsipras, certaines plumes, soit un extrémiste, invétéré, etc. C'est un peu plus subtil que ça. Mais en tout cas, il a dans sa coalition, très hétérogène, il a éprouvé quelques difficultés à faire avancer son point de vue, et le référendum, me semble-t-il, a d'abord servi à le légitimer au sein de son propre La première victime du référendum, c'est Varoufakis. C'était le ministre alors, victime, moi je pense que c'était ça devait être arrangé avant. Oui, c'est un gage. Florence par rapport à sa coalition, je pense qu'il est quand même un peu embarrassé par rapport à son Parlement. Parce que, et par rapport au plan qu'il vient de proposer à l'Europe, parce que je pense que c'est une autre coalition qui va peut-être le soutenir pour l'autoriser à présenter son plan au 28 européen. Il peut y avoir des élections anticipées aussi. Mais parce que là, il doit interroger d'abord son Parlement pour être autorisé à présenter le plan samedi. Et c'est peut-être pas la même coalition qui va l'autoriser. Il va peut-être aller piocher plus vers les socialistes et les conservateurs que vers sa coalition, en tout cas d'extrême gauche, où il va être quand même un peu en difficulté, comme disait Jean-Charles, où il propose un plan qui correspond à ce que demandent les créanciers, sauf qu'il va aussi continuer à solliciter une baisse de la dette. Alors par rapport à la question sur est-ce qu'il faut que la Grèce sorte ou pas de l'Europe, je pense que, de l'euro et après on verra sur l'Europe, mais de la zone euro, je pense que l'Europe a une vraie responsabilité dans la situation de la Grèce, parce que l'Europe est intervenue, je pense, trop tard, trop peu et de manière beaucoup trop rigide. Et si Syriza est au pouvoir, je pense que c'est aussi grâce à une position psychorigide, notamment de l'Allemagne, par rapport à un refus de négocier sur la dette. Donc Syriza n'est pas là par hasard non plus par rapport à la position de l'Europe. Et je pense que les Européens prennent un peu conscience, puisque là on voit quand même du rétropédalage très rapide sur cette semaine, voire même Merkel qui commence à dire qu'on pourra peut-être négocier sur la dette. Après, il va falloir qu'elle le fasse passer. Elle a un enjeu. Il faut qu'elle le fasse passer. Et elle a un enjeu national, elle aussi, qui est pas mince. Et je pense qu'il y a vrai, par rapport à l'échec de l'Europe dans la gestion de cette problématique-là, il y a une responsabilité, et je pense que les Européens doivent prendre leur responsabilité. Oui, mais l'échec de l'Europe, il est surtout... On pose la question de savoir si la Grèce doit sortir de l'Europe. Elle n'aurait jamais dû y rentrer. C'est ça le vrai problème. Elle avait il y a un message original, mais il n'y a pas de raison. À partir de là, peut-être que les États européens, je pense à Merkel, peut-être Hollande, auraient mieux fait de soutenir le précédent gouvernement grec plutôt que de l'acculer encore à faire des réformes difficiles à passer pour les gens et de favoriser les victoires de Tsipras. On peut. Et juste un tout petit dernier point. Je pense que ce serait une catastrophe si elle sortait de la zone euro. Et ensuite, je ne sais pas de l'Europe, mais en tout cas, là, géographiquement, il y a vraiment un point, et géopolitiquement, il y a un point de fragilité, parce que là, tous les migrants vont pouvoir passer, et il y a un véritable enjeu par rapport, d'abord à la Russie, et de deux, par rapport à des problématiques islamistes. Et donc, il y a un enjeu géopolitique qui n'est pas mince si on lâchait la Grèce. Mustapha. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites autour de cette table, beaucoup de choses ont été dites Merci. Il y a un petit moment maintenant, c'est limite si on ne va pas en faire une overdose de Grèce en l'occurrence, mais je pense que le référendum, Patrice, le référendum, en fait personne l'a compris, mais c'est tourné surtout autour de la cravate. Êtes-vous pour ou contre la cravate ? Et je vois qu'autour de cette table, on est trois à avoir répondre contre. Je pensais que j'aurais voté oui alors au référendum. Oui au référendum, et on est trois à avoir voté non. Plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que on dit que l'habit fait pas le moine. Simplement, c'est un peu ça que ça m'a donné comme... c'était assez curieux la manière dont ce garçon a été traité. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un garçon qui traitait le sujet. Après tout, il est grec, il connaît bien le sujet, il connaît bien son sujet, il connaît bien la méthode et l'angle qu'il a entrepris de prendre dans son pays, vis-à-vis des institutions. Mais il y a eu un traitement très particulier à la fois de la personne et en même temps du parti qu'il représente, voire des dangers qu'il représente. C'est-à-dire ce côté vindicatif, ce côté revendicatif, ce côté, on va dire, quasi anard. Et donc, j'ai presque l'impression qu'on était dans le coup d'après, c'est-à-dire... au Parlement européen, c'était le seul qui était habillé de la manière, c'était celui qui parlait de cette manière, et on pensait presque au coup d'après, c'est-à-dire des hommes politiques comme ça
On n'en veut pas. Des partis politiques comme cela, on n'en veut pas. Sauf qu'en Europe, c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire qu'on les retrouve à la fois en Grèce, on les retrouve en Espagne, on les retrouve en France. Il n'y en a aucun qui porte la cravate, vous vérifierez, c'est le signe distinctif. D'où le... Mélenchon la porte. Hein. D'où le référendum. Et pour monter d'un cran également, moi, ce qui m'a plu dans cette période, et c'est pas fini jusqu'à maintenant, on ne sait pas trop, mais je pense qu'on peut dire sérieusement qu'il y aura un accord qui sera trouvé pour une raison simple, c'est qu'il y a eu l'envie de faire rentrer la Grèce pour de grands principes. Simplement, on n'en avait pas les moyens, voire on n'a même pas vérifié, mais les grands principes étaient là. Il faut que la zone géographiquement européenne soit constituée par tous les pays qui la constituent. L'eurozone, c'est encore autre chose, et l'euro, c'est encore un autre niveau. Je pense qu'on n'a pas eu les moyens de notre politique, mais la politique consistait à dire on veut une zone géographique géostratégique, celle-ci on l'avait, on va y revenir, et ça va nous coûter. Mais par contre, le débat m'a intéressé parce qu'on ne parle jamais suffisamment d'Europe. Là, on en a beaucoup parlé. On n'en parle pas, et prisme. on est quand même frappé par les égoïsmes nationaux. Voilà, c'est ça. Et c'est là où je me rends compte que finalement, on ne parle jamais d'Europe, mais quand on en parle, on se rend compte qu'il n'y a pas d'Européens. C'est-à-dire que chaque pays se retranche sur son nationalisme, chaque parti politique, et on voit bien que les extrêmes ont des solutions extrêmement simples, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite, c'est juste, il faut les dégager, c'est extrêmement simple. Il faut sortir de l'euro, je crois qu'on est même à un moment où on se pose tous la question de savoir, et finalement, et si l'euro, on ne devait pas arrêter. Voilà, donc ce sujet de la Grèce et de sa dette pose le sujet réellement de l'Europe, et moi j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus souvent, parce que je suis un Européen convaincu, mais c'est très compliqué d'arriver à une solution qui sera à terme bonne pour toute la zone, pour tous, pour les Grecs comme pour les Français, parce que je ne suis pas convaincu qu'on ne parle pas de la dette française dans très peu de temps. Oui, surtout qu'on demandait quand même à un moment à la Grèce de faire 4,5% de budget excédentaire, alors que nous, on n'arrive pas à faire 3% de déficit. Et on n'arrive pas à toucher à la moindre niche fiscale en France. C'est quand même... Voilà. Après, on peut s'étonner que Tsipras avait le pouvoir, mais enfin... Sephora, pardon. C'est violent ce qu'on vient de dire. Pour compléter, c'est vrai les propos, l'Union européenne, je pense qu'elle est là pour... Vous y croyez, vous, à l'Europe ? Oui. En tant que jeune en plus. Non, mais c'est vrai qu'à l'école en plus. Non, mais c'est vrai qu'à l'école on nous sensibilise. Avant il y avait, alors, je sais plus comment on appelait ça, un truc civique, et puis maintenant c'est orienté anglais vraiment sur l'Europe pour créer un sentiment d'appartenance à l'Europe et se sentir plus européen que français, italien, espagnol ou je ne sais quoi. Mais au-delà de ça, l'Union européenne, avec tous les échanges marchands qui ont été mis en place, on est là en fait pour résister, faire une coalition contre la pression américaine. Dans un premier temps, c'était ça. Puis aujourd'hui, c'est contre la pression chinoise, russe, etc. Je pense vraiment que si la Grèce, comme le disait très bien Florence tout à l'heure, sort de l'Europe, nécessairement, ça va donner cette mauvaise idée à bon nombre de pays. On va être face à un éclatement européen. Et géopolitiquement, ce serait catastrophique. Je pense qu'économiquement, là, TAFTA... il n'y en aurait pas qu'un, quoi. Donc je pense que ce serait dramatique. Le film n'est pas terminé pour autant. Je pense qu'on va céder, effectivement. On a fait durer parce qu'il faut faire passer le message, donc ça prend du temps pour le dire. Mais globalement, le film n'est pas terminé pour une raison simple, c'est que le problème n'est pas résolu en Grèce. Mais à mon avis, ça va faire tache d'huile ailleurs. Parce que là où je peux rejoindre Jean-Charles, c'est qu'effectivement, l'idée selon laquelle on céderait aux Grecs, pourquoi ne pas céder aux Italiens, aux Portugais et aux Irlandais et à d'autres, j'ai envie de dire aux Français. En clair, l'idée du Front National ou de la gauche, ça serait de dire, mais finalement sans la dette, tous les pays auraient des excédents primaires, donc hors dette, donc un budget équilibré à côté de la dette. Finalement, la solution est trouvée en Grèce, il faut la trouver dans tous les pays de la même façon. Donc c'est pas fini, parce qu'à mon avis, il y aura une revendication de la droite, de l'extrême droite, ou de l'extrême gauche, qui ira dans ce sens. Donc c'est compliqué, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Vous avez raison de dire que la situation économique des pays est très différente. Je dis tout bas parce que Jean-Luc Madec n'est pas là, mais on a augmenté le nombre de fonctionnaires. Et puis il y a beaucoup de gens dans les associations, dans les collectivités locales, qui sont d'une manière détournée de créer de la fonction subventionnée. Alors, avant de passer à la rétrospective des événements qu'on a traités ici même, peut-être un mot sur la pétition de Denis Tillinac, signée notamment par Nicolas Sarkozy, « Touche pas à mon église ».
Il faut préserver les sentinelles de l'âme française, écrit-il. Moi, je n'aurais qu'un mot, enfin une phrase. Belle pétition. C'était tout à fait. Il faut rappeler, voilà, c'était le recteur Boubacar. Il faut rappeler que voilà, Dalil Boubacar avait déclaré, je crois, au micro d'Europe 1 ou de BFM, je ne sais plus quel média, que pourquoi ne pas transformer les églises vides en mosquées. Alors après, il a probablement, enfin, paraît-il, rétro-pédalé, mais enfin, je pense que ce personnage est suffisamment intelligent et rompu aux arcanes des médias. C'est un modéré, en plus. Comment ? Oui, voilà, c'est modéré. Voilà. Et que donc, s'il a dit ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête. C'est pas un type qui a fait sa première télé et qui tout d'un coup se trompe. Donc, il l'a fait exprès. Dans quel but exactement, je ne sais pas. Moi, c'est plutôt un type que je trouve séduisant intellectuellement, etc. Mais là, je trouve le truc probablement un peu pervers. Et puis, au-delà de ça, on n'a pas fait de sondage précis sur la question. Je pense qu'avant qu'il ait cette idée saugrenue, le Front National est à 20 ou 25%. Je pense que là, on ferait un sondage. Le Front National doit être à 30, 35%. Et que chaque jour qui passe, le Front National monte grâce à des stupidités pareilles. Parce que c'est absolument irréalisable, comme le disait Florence tout à l'heure, enfin hors antenne, c'est dommage pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, mais la majorité des églises vides sont dans les campagnes où il n'y a pas besoin de mosquées, donc de toute façon l'idée est stupide. Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas frappé, parce qu'en effet, Boubacar a dit ça, mais enfin, personne ne l'avait repris, quoi. Enfin, c'était tombé aussi vite que aussi vite qu'il l'avait. C'est de la récupération. Et est-ce qu'il y avait besoin d'aller faire une pétition pour dire, oh là là, non, comme si c'était un projet de loi, comme si c'était une réalité. Parce que ce n'est jamais, ces choses-là ne sont jamais dites par hasard. Donc quand on dit ça, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Non, mais d'accord, il n'est pas Pourquoi réagir alors que c'est fini? Mais si on ne réagit pas, on dit, vous voyez, j'ai dit ça passe très bien. Ceux qui lancent la pétition ont une idée derrière la tête aussi. Bien sûr. Alors, c'est ça. Alors, bon, c'est ça qui. Alors, j'allais dire gênant, c'est pas gênant du tout. Simplement, il y a un premier truc qu'on peut dire, c'est que la question de disponibilité de lieux de culte pour les musulmans français en France se pose. C'est indigne, parfaitement indigne d'une république laïque qui est quand même censée, article 1er de la loi du 9 décembre 1905, la liberté de conscience et la liberté des cultes. D'acculer des gens à aller pratiquer le culte de leur choix dans des parkings, dans des garages, dans les rues, dans des gymnases, etc. C'est pas digne, ça, c'est pas bien en soi. Et je pense pas que ça favorise en plus une approche modérée de la religion, quelle qu'elle soit, et de l'islam en particulier pour ce cas-là. La seconde chose que je voulais dire, c'est que le recteur Boubacar a suggéré ça. Alors c'est vrai, dans le cadre d'une interview, enfin, j'étais en voiture et je l'ai entendu, ça ne m'a pas choqué outre mesure. J'ai un peu regardé après. Alors ça se fait. Ça s'est fait. Ça se fait dans certaines communes de France. Alors c'est vrai que en zone rurale, il n'y a plutôt pas besoin, mais parfois là, il y a une conjonction favorable. À Groslay, notamment. À Groslay, dans le Tarn, je crois. Oui, c'est le exemple qu'on bon, il y en a, mais enfin pas seulement là. Et où il y en a un peu plus. Je sais plus. Peut-être les Pyrénées, alors les choses se passent très bien. Ce sont les autorités, c'est la hiérarchie catholique qui a suggéré de procéder à ce genre comment dirais-je, de pratiques d'échange, enfin de dons, d'hébergement. Alors c'est vrai que la configuration des églises en lieu de culte musulman, en mosquée, ça se fait pas comme ça, mais enfin arrêtons aussi les raccourcis permanents qui consistent à dire ça y est, on va raser les églises, on va construire des mosquées avec des minarets grands comme la mosquée. Personne ne dit ça, la pétition ne dit pas ça, la pétition dit simplement, comme vous le dites très justement, transformer une église en mosquée, c'est masquer tous les vitraux, c'est enlever les statues, c'est un changement. Parce qu'on peut être catholique ou pas catholique, on ne peut pas nier le fait que les églises sont relativement jolies et font partie du patrimoine français. Elles ne sont pas toutes jolies, les églises du début du XXe siècle, on les détruit. On les détruit parce que c'est des charges très lourdes pour les communes, on ne peut plus les entretenir, donc ça coûte moins cher de les détruire. Soyez pas de mauvaise foi, on sait très bien que la majorité des églises sont jolies et sont anciennes. Et puis, statistiquement, c'est vrai, sur les 35 000, c'est le cas. Et puis on les transforme en hôtels. Alors en discothèque, moi je suis jamais allé dans une discothèque dans une ancienne église, mais ça se fait. En revanche, je suis allé dans un hôtel construit dans une église, dans une ancienne église. Ça choque personne. C'est moins choquant. C'est pas un abandon, c'est pas une religion qui cède devant une autre religion. C'est moins choquant de faire du commerce que de la religion. Mais moi, ça me choque qu'une religion se substitue à une autre. Mais pourtant, c'est une réalité je suis historique. choqué. Lorsque tu vas à Cordoue, je sais que... Ou à Sainte-Sophie.
ou à Sainte-Sophie, mais je sais qu'à Cordoue, en l'occurrence, lorsqu'il y a eu l'Inquisition, hop, ils avaient repris la mosquée qui elle-même, en fait, avait été récupérée sur une ancienne... On parle donc bien d'une sorte de guerre larvée et de lutte terrible entre deux religions, parce que les exemples que tu cites, les exemples que cite Stéphane, ça s'est quand même pas passé dans la bonne humeur la plus joyeuse. Donc si c'est ça l'idée, je vois pas l'intérêt. Ça va ? Moi, je rejoins Jean-Charles sur un point, c'est que autant je dirais pas touche pas à mon église, je dirais touche pas à mon symbole. Parce que globalement, moi, c'est vrai que je suis effrayé tout le temps qu'on s'attaque à des symboles, que ce soit les synagogues, que ce soit les églises, que ce soit les mosquées. C'est effrayant. Et je pense que là, le propos de Boubacar avait, à mon avis, une signification, et c'est toujours pareil quand on veut regarder le côté positif des choses ou la noirceur des choses. Je ne pense pas qu'il ait voulu dire il faut prendre d'assaut les églises, parce que moi, je te répondrai très sincèrement, combien même il y aurait un catholique qui aurait besoin de son église dans laquelle il veut prier, il n'y a pas à la transformer pour qui que ce soit, combien même il n'en aurait qu'un. Donc finalement, c'est touchez pas au symbole. C'est en ça que je vous rejoins, Jean-Charles, mais je pense que ce qui a été dit également, moi c'est toujours le côté positif qui m'intéresse, c'est que ça ressemble aussi à l'idée selon laquelle les musulmans vont dans les églises. Ils les fréquentent. Ils y vont. Je vais le 24 au soir, régulièrement, quand je peux, à la messe de minuit. On y rentre. Parce qu'il y a ce côté, toutes ces discussions autour de l'islam, de l'islamisation, et le caractère un peu musclé quand même. Il y a cette idée selon laquelle on ne pourrait pas vivre ensemble, on vivrait les uns à côté des autres. Les mosquées, elles sont fréquentées par des musulmans, mais pas simplement. Et les églises, les musulmans peuvent y aller, puisqu'il est reconnu, entre guillemets, dans la religion. Je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je crois que c'est cette idée-là selon laquelle vos églises, si elles sont vides, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser ? Maintenant, si elles ne le sont pas, on ne va pas y rentrer de force. Donc il y a quand même une discussion à avoir. Et deuxièmement, les musulmans vont dans les églises, auquel cas, ça veut dire aussi qu'il y a une communauté qui parle à une autre communauté. Et ce n'est pas tout de suite en disant « je suis scandalisé, il ne faut pas qu'ils y rentrent ». Bah si, ils peuvent y rentrer. Simplement, moi je serais d'accord avec vous, s'il faut la transformer. Mais il faut la transformer. Mais est-ce qu'un lieu... Il faut enlever les vitraux, il faut masquer les vitraux. La question c'est, est-ce qu'un lieu de culte vide, c'est pas une atteinte à toutes les religions ? Alors c'est en ça que je dis, si vraiment ça choque personne, le fait est qu'il n'y ait personne, autant qu'il soit utilisé. Non, mais je la retirerai à personne. Encore une fois, c'est le symbole qui m'intéresse. Je pense que ça pose surtout une question, c'est de moins en moins de pratiquants catholiques. Et ça pose le doigt là-dessus. En France, on a, alors qu'on est pays chrétien, sauf que là, désertification des églises, donc de moins en moins de pratiquants catholiques, et besoin de plus. Aussi, c'est quand même. Il y a eu des études statistiques. Oui, la chute est stoppée, et ce genre de. Il n'y a pas la corrélée au nombre. Il n'y a pas la corrélée au nombre. À un moment donné, s'il n'y en a qu'un qui y va, l'église, elle est là, il y va, c'est son église. Enfin, faut un curé. Pardon ? Il faut aussi un curé. Oui, non, mais on peut prier sans oui, on peut prier. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il faut le corréler au nombre, c'est là où on va tomber dans. Il y a plus de musulmans dans telle région, donc on va mettre plus de mosquées, auquel cas on va réquisitionner les églises pour. Voilà, il y a une église. Si maintenant le dialogue s'instaure et qu'il y a quelque chose à faire, ça peut être un dialogue interreligieux. Mais c'est un sac. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu. C'est pour ça que cette pétition est scandaleuse. Alors, par contre, la pétition est archi nulle. C'est n'importe quoi. Mais juridiquement, pardon, mais on ne peut pas réquisitionner une église pour l'affecter à notre culte, et heureusement. Et la loi est très bien faite, la loi du 9 décembre 1905, qu'on interprète souvent assez mal, parce qu'on lit l'article 2 avant de lire l'article 1er. L'article 1er est un article de garantie, de protection de la liberté pour chacun d'avoir un culte ou de n'en avoir aucun. Et donc, le droit est, de ce point de vue-là, très bien fait. Les autorités ne peuvent pas réquisitionner une église. Il faut l'accord de la hiérarchie en place, de la hiérarchie catholique, puisqu'on parle des églises. Et sans l'accord des religieux eux-mêmes, rien ne se fait. Donc en effet, il ne s'agit pas d'aller réquisitionner. Et après, dernière chose, ce qui me choque avec ce que vous dites tous les quatre, enfin pas Mustapha, mais Stéphane et Florence, la pétition est scandaleuse. Dès que quelque chose ne vous plaît pas, c'est scandaleux. C'est-à-dire que les gens peuvent s'exprimer, ils ne vous ont pas torturé. On peut signer. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des arrière-pensées chez Boubacar. On peut penser qu'il y a aussi des arrière-pensées chez Récupération. C'est-à-dire, moi, ce qui me gêne, c'est pas tant qu'on se défende. Enfin, c'est très bien qu'il y ait des pétitions. Mais ce qui me gêne, c'est que moi, quand je vois cette pétition, j'ai un peu le sentiment d'être pris pour un crétin. C'est-à-dire que on saisit comme ça au pied levé un événement, on lui fait dire ce que Boubacar, ce qu'il n'a pas dit, et puis on
se met sur ses grands chevaux en Non, disant, Puis ça on y met est, de l'huile on sur va le rejouer feu et Charles on Martel, repart quoi, sur sur le le machin. machin, il a dit, pour des il a fait considérations cette déclaration. électoralistes. Il a fait cette déclaration, on l'a pas inventée. Vous l'avez entendu Non, la mais Oui, c'est mais vrai. il En revient l'occurrence, en il l'a dit arrière. seul. Ça le représente pratiquement que lui, on va dire. Mais là, la pétition, on voit bien qu'ils sont nombreux, les mecs, à la signer. Hein. Ouais. Donc, ils sont nombreux à vouloir faire passer un sujet qui, pour le coup, c'est Boubacar Et puis qui a qui dit... n'était plus un événement. Bon, Enfin, c'est qui plus un n'était événement pas au un moment c'est- où ça Oui, ce qui sort, était quoi. retombé, oui. Éventuellement, il y aurait eu un représentant de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, c'est les églises et pas les mosquées? En gros. Non, pas du tout. C'est que la France, c'est comme le disait très justement Mustapha, il faut des lieux de culte pour les musulmans, il faut des lieux de culte pour les juifs, il faut des lieux de culte pour les catholiques. Après, on ne peut pas nier, ça me paraît une évidence, qu'il y a un passé catholique et que les églises en France sont plus légitimes, entre guillemets, que les mosquées. Après, c'est tout à fait désolant que les musulmans soient obligés de prier dans les rues, dans un garage, dans une soupente, bien évidemment. Mais je ne vois pas l'intérêt de cette provocation ultime en train de dire ah ben voilà, vous avez un petit peu de mal avec votre religion en ce moment, les églises sont vides, on va s'installer chez vous. Je veux dire, c'est un truc mais scandaleux, c'est un truc terrible. C'est exactement ce que ça voulait dire. C'est un ballon d'essai et heureusement que cette pétition existe pour dire qu'il y a des gens que ça choque. Et c'est le pas fait plus que ça. parmi les signataires, vous avez dit, il y en a beaucoup, mais enfin, il y a quand même un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Deux anciens ministres, mais il y a aussi Finkielkraut, il y a Oui, qui est pas un abruti. Non, mais qui est des penseurs. Mais Sarkozy, c'était son rôle de signer ça. Mais non. mais oui. Garant des cultes. il a Oui, été- mais bien sûr que c'est son rôle. Il était ministre de l'Intérieur, oui, en effet. Vous passez votre temps tous à dire que les hommes politiques ne font pas leur boulot, qu'ils ne sont pas là où on les attend. Et là, c'est quand même un vrai problème. La preuve, c'est qu'on s'oppose un petit peu et qu'un homme politique de premier plan, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, il a été président de la République, il aspire à le redevenir, que cet homme politique ait un avis sur la question, ça me paraît indispensable. Moi, j'en ai marre des gens qui n'ont pas d'avis et qui sont tout le temps en train de dire c'est pas grave, on verra. Ben, non, on ne verra pas, c'est grave. Et je trouve très bien que vous ayez votre avis. J'ai le mien, Sarkozy a le sien. Et c'est indispensable. Bien sûr. Et votre avis est tout à fait légitime, on le retient, mais simplement, on ne dit pas qu'il ne fait pas son boulot. Mais il peut faire un boulot qui fait mal en même temps. Hein. Donc les politiques ne font pas leur boulot aussi, il fait son boulot, mais il y en a qui le font mal ou plus ou moins bien. Parce qu'il est pas de sur votre cette avis. question-là, à mon avis, il se trompe. Il veut être président, il faut rassembler plus que diviser. C'est clivant la question de la religion. Justement. Bah, on va revenir justement. Par contre, le pape, lui, était dans son rôle en disant, par exemple, que les chrétiens dans le monde étaient persécutés, qu'il y avait même un génocide, etc. Ouais. Il est dans son rôle, et je crois qu'il a une parole très forte, et je le soutiens encore. Tiens, je suis souvent d'accord avec François. Avec François. Le pape. Oui. Parce que Jean-Charles va mal le prendre. Alors, on a abordé, finalement, on a commencé à aborder l'un des sujets sur lesquels on s'était interrogé cette année, c'était, et je me souviens des premières émissions où on parlait du retour de Sarkozy, qui n'était pas encore avéré à ce moment-là. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Donc là, il est revenu. La question est simple, est-ce que le retour de Sarkozy, c'est une réussite ou un échec? Je commencerai par dire que il y a sur un point, c'est une réussite. Sur un point. On ne parle plus des affaires. Je pensais qu'il serait plombé, ce garçon, par ses affaires, en tous les cas supposées, au réel. C'est pas fini encore. Alors c'est en ça que je dis, je ne sais pas si c'est fini, mais je trouve. J'avais le sentiment. Moi, j'avais le sentiment qu'il revenait quasiment que pour ça. C'était un sentiment personnel. Quasiment que pour ça, parce que c'était. Pour ça, c'est-à-dire qu'on ne parle plus des affaires. La barque était chargée. Sur ce point-là, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins qu'on ne parlerait d'autres sujets. Pour le reste, il est revenu, il est effectivement très présent, mais à chaque fois, c'est sur une position extrêmement dure. Il est sur des positions que je qualifierais, moi, de clivantes, et on retrouve le Sarko qu'on a connu dans les premières... comment dire, avant même qu'il soit président en 2007. Donc j'ai l'impression que chasser le naturel, il revient au galop, mais il y avait un but avoué ou non avoué plutôt, qui était celui de masquer toutes ces affaires, et enfin revenir au pouvoir, mais encore une fois, probablement pour rassembler son camp, mais je ne suis pas sûr que ça soit une stratégie. Il y en a d'autres qui ont choisi d'autres. Juppé n'a pas choisi d'être clivant tout de suite, d'autres n'ont pas choisi cette méthode. Voilà, je ne sais pas si ça va lui réussir, mais voilà, c'est un retour, mais c'est un film qu'on a déjà vu. C'est vrai. Une réussite, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression au-delà de ça que. C'est surpris là. Non, parce que. Non. Vous allez vous endormir. Non, j'ai l'impression surtout qu'il s'attendait vraiment à un retour triomphal. Il s'est annoncé comme ça. Il a dit on m'attend, je reviens comme De Gaulle. Bon, non. J'ai surtout l'impression que peu sont ceux à l'attendre. Beaucoup s'en exaspèrent.
Il n'y en a qu'une. C'est ça. Et il fait ce qu'il peut, quoi. Il fait ce qu'il peut pour résister, mais je pense qu'il ira pas bien loin. Parce que je crois que les gens, vraiment, on en fait le tour. Les fortes personnalités comme ça, toujours omniprésentes sur le devant de la scène, qui parlent très excessives, à un moment donné, on s'en lasse. Et je pense qu'il a pas réussi. Est-ce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui? Voilà, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on voudrait en 2017, Florence? Moi, je le trouve, alors en dehors du fait qu'on ne l'aime pas, je le trouve beaucoup moins bon que ce qu'il a pu être dans sa campagne précédente. 2007, oui. Oui, je le trouve. Oui, qui était excellent pour le coup. Voilà, il a été excellent, et là, pour le coup, je le trouve beaucoup moins bon. Je le trouve qu'il barre à l'extrême droite de manière, qui me choque personnellement. Et donc, de ce que je peux en voir, je trouve que c'est plutôt un échec et que les gens l'attendent pas autant que ça, et je suis assez d'accord avec ça. Et c'est la preuve d'ailleurs qu'il barre tant à l'extrême droite. Il a conscience aujourd'hui que c'est la seule carte à jouer. Ouais. S'il veut passer, il faut rallier l'extrême droite. Donc c'est bien la preuve qu'il sait qu'il n'arrive plus à fédérer suffisamment. C'est un peu, vous savez, c'est ce qu'on dit toujours au premier tour, il faut rassembler son camp. Et pour les primaires, et ça va être des militants qui vont voter probablement. Enfin, il y aura peut-être des sympathisants. Et le stand-up qui lui va super bien par contre. Ouais. C'est en ça qu'il a réussi son coup, je trouve. C'est un vrai retour. Stéphane, je garde Jean-Charles pour la fin. C'est ça, suspense. Parce que je ne sais pas quel est du tout ce qu'il pense. Moi, deux choses. Savoir s'il a réussi ou pas son retour, en général, on le sait après. On le saura. Si jamais il est candidat, s'il est gagné primaire. Et puis si en 2017. Et s'il est réélu en 2017. Il revient dans ses pantoufles ou pas. Et puis la seconde chose, c'est que moi, en effet. C'est quand même quelqu'un qui a montré qu'il avait un talent politique assez peu commun, qui a su le montrer. Mais alors là, franchement, sa tournée triomphale rappelle, je ne sais plus quel était le nom de cette tournée de théâtre de boulevard, qui tournait en province. Enfin, c'est pas péjoratif d'ailleurs, parce qu'il déplaçait les foules. Mais enfin, c'est la tournée peut-être, je l'ai vu d'ailleurs, il y a très longtemps. Et c'était très bien. Mais c'est ce niveau. C'est le comique troupier qui fait ses bons mots, franchement, qui ne font rire que lui et la cour qu'il y a autour de lui. Alors que reste-t-il? Enfin, moi je pense tout de suite à Nadine Morano et la subtilité parfois m'échappe. Enfin, je juge pas, hein, très bien, c'est parfait. Non. Mais elle est fidèle au moins, elle est loyale. Mais alors, le coup... alors, il ne l'a pas encore dit, mais j'ai changé, parce que ça, combien de fois a-t-il dit en 20 ans justement, là, alors, je ne sais pas s'il a rechangé, mais je trouve qu'il n'a pas changé. Et finalement, c'est du déjà vu, quoi. C'est de la rediff, c'est de la mauvaise rediffusion. Ouais. Mais vous avez raison de dire qu'il faut attendre... Avant de donner un jugement définitif. Jean-Charles Lajoie, vous êtes déçu par le retour. Non. Je suis obligé de reconnaître que ce retour est sûrement moins facile qu'il l'espérait et qu'on pouvait le souhaiter éventuellement. Il fait de grosses erreurs. C'est de continuer. Maintenant, il a stoppé, mais il a continué beaucoup trop longtemps. Cette course au cacheton dans les pays du monde à prendre des centaines de milliers d'euros, c'était ridicule. Il a effectivement commis un certain nombre d'erreurs. Après, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que, comme le dit très justement Stéphane, c'est beaucoup trop tôt pour savoir si c'est réussi ou pas. C'est simplement plus difficile que prévu, ça c'est une certitude. Ensuite, ce qui me choque beaucoup, c'est le propos de Sephora, c'est que dès que quelqu'un n'est pas à gauche et n'est pas au centre et juste à droite, on l'accuse d'être d'extrême droite. Je mets au défi quiconque de me dire qu'est-ce qui est vraiment d'extrême droite dans le truc de Sarkozy. Qu'est-ce qui est d'extrême droite? Qu'est-ce qui est d'extrême droite dans ce qu'a dit Sarkozy? Non, mais si, vous avez dit ça. C'est Florence qui a dit qu'il barrait toi l'extrême droite parce que l'opinion publique le pense. Non, mais c'est ce que vous dites. Et je vais dans ce sens. La signature de la pétition, par exemple. Sur la nationalité. Je voudrais juste un exemple. La signature de la pétition dont on vient de parler avant. Je ne dis pas que c'est d'extrême droite, mais c'est un signal. C'est-à-dire, donc pour vous, dès qu'on est choqué et inquiet de la montée de l'islamisme et qu'on est inquiet. Le fait qu'il parle beaucoup plus de l'islam, en effet, que du chômage. Mais parce que c'est le sujet qui terrorise les gens. Mais bien sûr que c'est un sujet qui inquiète. Mais il ne doit pas répondre à la demande, il doit avoir une offre politique. Mais c'est pas répondre à la demande que d'être conscient que les Français sont inquiets
de ce renouveau religieux, de cette montée de l'islamisme, des paroles que vous trouvez anodines de David Boubaker qui dit « transformons les églises ». Et méconnaître ça serait méconnaître le tissu français. Ça serait très dommage. Ce n'est pas d'être d'extrême droite que de dire... Alors, c'était Fabius qui avait dit il y a quelques années, si Jean-Marie Le Pen dit que le ciel est bleu, comme c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a dit, il ne faut pas dire que le ciel est bleu. Bon, il y a de temps en temps peut-être des choses... non, mais on voit bien, par exemple, la différence avec Juppé ou avec le maire. On peut poser les questions, mais les solutions qu'ils donnent sont des solutions qui récupèrent du Front National. C'est ça qui est juste. Donnez-moi un truc droit du sol, droit du sang, sur des problématiques. Par exemple. Donc on n'a pas le droit de débattre de la nationalité. Mais c'est ça. Donc si on débat de la nationalité, c'est de l'extrême droite. Donc en fait, tout débat un peu clivant, on dit, oh là, ça c'est de l'extrême droite. Mais qui avait parlé du français de souche? Enfin, tu vois, ça s'inscrit dans. Ils surfent là-dessus. Mais ils ne surfent pas. On a le droit de se poser des questions quand même. Bien sûr. Mais non, visiblement. Jean-Charles, moi, à mon avis, ce que je ressens en vous écoutant, c'est que vous avez parlé du tissu français. Mais je ne voudrais pas que vous drapiez vous-même dans un espèce d'étoffe. Mais non, mais d'étoffe du français par excellence. Il y a 6 Français autour de cette table de différentes sensibilités. Donc le français n'est pas simplement celui que vous incarnez. Non, donc le tissu français, on en fait partie, en tous les cas, au moins dans ces quelques fibres. Et moi, j'ai une vraie fibre républicaine et citoyenne. Et pour le coup, je l'espère. Et pour le coup, Jean-Luc n'étant pas là aujourd'hui, je voudrais prendre au moins cette position qu'il aime tant sans renverser la table aujourd'hui. Non mais Jean-Charles, ça on n'en parle pas parce que c'est l'extrême droite. On n'a pas dit qu'il fallait pas en parler. Non mais ça c'est toujours la défense des gens de droite quand ils parlent de problèmes qui sont traités par l'extrême droite. Alors on n'aurait pas le droit d'en parler. Ici on a le droit d'en parler. On a le droit d'en parler mais on n'est pas obligé non plus. On a le droit d'avoir le droit et c'est pas la même chose d'avoir ce que c'est que l'identité française. On a le droit d'avoir ce que c'est, comment on acquiert la nationalité. Dans tous les pays on a ce débat. Il y a qu'en France on n'a pas des moments aussi où il y a des problèmes qu'on peut traiter, des moments. Alors, moi, j'aimerais que vous m'indiquiez à quel moment on pourra le faire. Moi, juste ça. Prenons rendez-vous. Vous me direz, alors, en 2019. C'est toujours cette défense de on n'a pas le droit. Si, on a le droit. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est opportun? C'est aussi. Non, mais c'est les réponses. Moi, ce qui me choque, ce sont les réponses qui sont apportées. Parce que poser le débat et poser la question, c'est tout à fait légitime. Mais c'est après les réponses qui sont données par Nicolas Sarkozy, qui sont des réponses qui sont piochées. Je suis d'accord, mais ça va être pareil. On va parler de Taubira, mais on n'a pas le droit de parler de Taubira parce que ça, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Taubira, qui ce matin encore déclare dans Society qu'elle est pour aménager la vie des délinquants, les peines, etc., qu'elle n'a pas peur de choquer, etc. Mais on n'a pas le droit d'en parler, j'imagine, parce qu'on va dire que je suis d'extrême droite, puisque je ne suis pas tout à fait d'accord avec la politique de Taubira. Mais non, on n'a pas le droit. Et si Sarkozy a le malheur de parler de justice, on va dire, oh là là, la justice, c'est l'extrême droite, ne parlons pas. Donc en fait, ce que vous voudriez, c'est que la droite soit un centre mou, et que le centre mou, ça fait le jeu de François Hollande et de la gauche. Ben voilà. Mais avancer, il ne faut pas avancer masqué. Il faut dire, je suis socialiste. Je ne rêve que d'une chose, c'est que François Hollande reparte pour 5 ans. Ok, très bien. Moi, je ne suis pas socialiste. Je pense qu'il y a une confusion parce que l'extrême droite dont on parle n'est pas seulement l'apanage du Front National. Donc, on ne qualifie pas Sarkozy de Front National. Quand on parle d'extrême, c'est le côté clivant, c'est revenir en permanence sur des thèmes prisés par l'extrême droite. Voilà, c'est de ça dont on parle. Mais on n'a pas dit qu'il était Front National, puisque le Front National lui-même prend des thèses à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Simplement, quand on rassemble son camp, c'est vrai qu'il y a une propension à vouloir être à droite, c'est toujours opposé à tout accord avec le Front National. Voilà. Il s'est toujours opposé à tout accord. Exactement. C'est en ça que je dis qu'il n'y a pas de confusion. On n'a pas dit qu'il était Front National. Sur les clivages, je veux dire, des clivages naissent des discussions qui peuvent être intéressantes. Exactement, comme on en a ici. Donc, je ne vois pas pourquoi non plus, à chaque fois, nous devrions tous être d'accord sur tout. Et pourquoi on serait d'accord Sarkozy est dans son rôle, Sarkozy est dans son rôle, Hollande est dans son rôle, les hommes politiques sont dans leur rôle. Ne leur reprochez pas tout. Un mec de droite, c'est normal qu'il soit de droite. Sinon, il serait de gauche. Il a toujours construit sa carrière politique sur le clivage. Oui, mais c'est normal. Est-ce que, voilà, après la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'en 2017, dans un pays qui traverse des crises depuis des années et des années, les gens préféreront quelqu'un qui clive ou quelqu'un qui rassemble? C'est peut-être ça son vrai problème. La vraie question, celle-là est une véritable question, mais l'autre, ça sera de savoir le choix, quel sera-t-il? Alors ça sera entre François Hollande, qui a quand même montré une certaine incapacité à être un bon président, en tout cas jusqu'à présent, Sarkozy qui ne trouve pas grâce à vos yeux, Juppé, qui est assez curieux, et là on ne sait pas du tout où il va aller,
votre ami Bérou qui essaye de remonter le courant comme un saumon. Il va le remonter. Voilà. Bon, donc on va avoir un choix absolument extraordinaire. Quand le saumon du Béarn se met à remonter, le courant, il remonte. Peut-être François Fillon qui lui, alors, 5 ans Premier ministre de Sarkozy et le type qui critique le plus Sarkozy. Il faudra qu'un jour on m'explique le processus. François Fillon. J'aimerais être dans la tête de François Fillon. Comment est-ce qu'on peut être 5 ans Premier ministre de Sarkozy, mais qu'il était humilié pendant 5 ans, il a pleuré pour que Sarkozy ne choisisse pas Borloo 1 an et demi après. Il a supplié Sarkozy de le garder. Et à peine la défaite actée, il est là. C'est le pire critique. C'est terrible. Parce que surtout, on aura un choix incroyable. Surtout choquant, c'est qu'on est à 2 ans, on en parle déjà comme si on était en plein dedans, et les vrais problèmes de la France, on n'en parle pas. Hein. Mais c'est ça. Sarko ne parle pas des vrais problèmes. C'est que je n'ai pas entendu une seule proposition sur le chômage. Le chômage. Je veux dire, quand on aura résolu le problème du chômage, la défense, je pense que le problème de l'islam, on en parle plus ici que sur les plateaux nationaux. On en parle plus ici, on en parle ici de la défense. Je dis, s'il y avait une solution contre le chômage, je pense que ça se saurait. Mais qu'il y ait au moins un débat autour de ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'on parlait que pour le coup, de l'islam, très longtemps et très souvent, et ça finit toujours par reboucler sur ce sujet. On voit bien qu'à un moment donné, on veut... Mais si on voulait bien boucler en permanence le budget, ça serait plus intéressant. Autre sujet, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, je veux qu'on garde un petit peu de temps pour vos souhaits pour la rentrée. Ce sont les attentats du 7 janvier, avec cette grande manifestation « Je suis Charlie ». Pour vous, ça a été un moment de recueillement collectif, un moment fondateur, ou plutôt peut-être une sorte d'illusion collective parce que c'est vrai que tout le monde a été « Je suis Charlie » le 9 janvier, quoi. Et puis après, c'est retombé un petit peu. On a vu d'ailleurs, Charlie ne vend toujours pas un exemplaire, ils sont en crise eux-mêmes. Il y a les deux. Oui, je crois qu'il y a vraiment deux choses. Il y a l'horreur absolue des attentats. Ça, c'est une chose que moi, je différencie énormément de la suite. Parce qu'effectivement, je veux dire, l'horreur des attentats, je veux dire, il n'y a pas de débat. Enfin, c'est un scandale absolu, c'est une boucherie, ça n'aurait pas dû arriver, ça ne devrait pas arriver. C'est comme quoi il n'y a pas que le chômage là-dedans. Après, cette espèce d'unanimisme assez curieux, de toute façon, c'est toujours sympathique, parce qu'effectivement, on va toujours cliver. Cette manifestation monstre, elle est plutôt sympathique. Dit pourquoi pas, tout le monde est là, on est Charlie, ça ne veut rien dire. Pourquoi pas? Mais il n'en reste rien, il n'en restera rien, parce que on est d'une certaine sensibilité politique. C'était les zombies cathos qui ont déserté les églises dont on veut faire des mosquées. Très honnêtement, mais c'est pas une certitude, mais je ne vois pas ce qu'il en reste de se sauver Charlie, On est tous Charlie. Je trouve ça très sympathique. C'est vrai qu'il ne reste pas. Moi aussi, je suis Charlie, mais alors, bon, ben, on est tous. Ouais. On est tous. Oui, si être Charlie, c'est être contre les attentats, oui. Voilà. Tout le monde est contre les attentats. Non, mais tous les six, on est Charlie. Tous les sous. Non, on n'est pas Charlie tous. D'abord, il y a des deux, Patrice, parce que franchement, dans cette période-là, il y a eu un recueillement qui était absolument exceptionnel. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et des moments de recueillement, on n'en a pas tant que ça, puisqu'on est plutôt dans des sujets clivants, on est plutôt à se foutre sur la gueule sur les différents sujets. Là, on avait un rassemblement de gens qui étaient de droite, de gauche, probablement même d'extrême gauche et peut-être même d'extrême droite. La preuve, c'est que Sarkozy va essayer d'être au premier rang. Ce moment de recueillement, moi, je trouve qu'il en restera forcément quelque chose, parce qu'on a avancé d'un pas, je crois, vers justement l'idée qu'on se fait des différentes communautés. Et ce rassemblement, pour moi, il en restera au moins cette chose-là. C'est ce que je ressens. Alors, pardon de parler des quartiers que je fréquente ici, par ailleurs, on ne va pas parler des banlieues, mais c'est vrai qu'il y a eu à la fois ce recueillement et qui laisse à penser qu'on est quand même dans un pays mentalement fort, alors qu'on a eu à un moment donné l'expression d'une crainte, et j'ai même eu peur, pour l'avoir dit ici, est-ce que les terroristes n'ont pas gagné stratégiquement à vouloir qu'on se divise pour augmenter les troupes de ces gens-là? Et finalement, les troupes, a priori, ne vont pas gonfler, justement parce qu'il y a eu ce rassemblement, justement parce qu'il y a eu ce moment où tout le monde se rassemble autour d'une cause, autour d'un pays, autour d'un drapeau, autour d'un drap et d'un tissu social qui est important en France. Je trouve que ça... C'est peut-être quelque chose dont on n'a pas le droit de parler, mais enfin, statistiquement, le nombre de jeunes qui partent pour le djihad est quand même en constante augmentation. Et c'est Madame Taubira elle-même qui le dit. Donc voilà, si c'est ça, là je suis un peu perplexe. Alors la statistique, c'est la forme la plus élaborée. Je veux dire, les départs sont incroyables. Les statistiques, c'est la forme la plus élaborée du mensonge, parce que ce que vous venez de dire là, je ne la comprends pas. Ça veut dire qu'on était parti à 3000
Et c'est quoi déjà la tirade? Nous partâmes 3000 et nous filment 500 dans Mais franchement, dire des choses pareilles, Jean-Charles, il semblerait que depuis le début, il y ait effectivement ce désir quasi comment dire, révolutionnaire ou mystique ou extrémiste de gens qui sont partis en masse. Ça voudrait dire que ce que vous êtes en train de dire là, il y en a eu 3000 à peu près répertoriés. Aujourd'hui, on serait à combien? Puisque c'est en augmentation permanente. Moi, j'ai le sentiment qu'ils sont partis massivement au début et qu'il n'y a pas la même progression. Tant mieux. Voilà, mais c'est en ça que je dis qu'à un moment donné, il y a des choses si c'est vrai, qu'il faut dire avec beaucoup de discernement. Du 7 janvier, Florence. Oui, là on a 6 mois on a 6 mois de recul et je pense, au vu de ce que je peux voir par mon expérience d'avocate, notamment en matière de droit social, il y a des choses qui sont beaucoup plus inquiétantes, qui étaient un sujet mais pas forcément important avant le 7 janvier et qui devient un sujet après le 7 janvier. Et je pense que les terroristes, je vais m'expliquer là-dessus, les terroristes, on a eu une unité magnifique sur les manifestations du 11 janvier, mais qu'il y a des interstices et que les terroristes ont réussi à rentrer dans les interstices. Et postérieurement au 7 janvier, on voit dans les entreprises qu'il y a eu, alors je parle au niveau entreprise, qu'il y a eu un phénomène de communautarisme assez fort avec des gens qui se sont regroupés entre eux. Et le fait religieux, entre guillemets, qui n'était... Des gens qui ne se sont pas reconnus. Voilà, qui se sont pas reconnus dans ces manifestations-là. Et qui se sont regroupés, et là où il n'y avait pas nécessairement de faits religieux, où c'était un sujet mais très mineur dans les entreprises, est devenu un sujet de plus en plus préoccupant dans les entreprises, postérieurement aux attentats du mois de janvier. Et j'étais à un séminaire sur ce sujet-là il y a peut-être une semaine, et les entreprises qui étaient là, il y avait une 50aine d'entreprises, ont toutes témoigné en ce sens en disant, après Charlie, on a eu des crispations avec des phénomènes d'opposition au niveau de l'entreprise, avec de plus en plus de demandes sur le terrain du religieux, alors sans que ce soit quelque chose de majeur, mais où ça a été beaucoup plus fréquent postérieurement aux attentats de Charlie. Et je pense que c'est là où peut-être que les terroristes réussissent à intégrer, et c'est leur but. Et voilà. Donc unité, oui, mais justement, c'est intéressant d'avoir 6 mois de recul. A provoqué aussi, exactement, provoquer des effets périphériques inquiétants. Stéphane Monson. Oui, moi j'ai un souvenir parce que je n'étais pas en France à cette époque-là, à ce moment-là. Non, j'étais de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'ai toujours l'impression qu'on vit les choses presque plus intensément lorsqu'on est loin que lorsqu'on est sur place. Alors, plus inquiet, non plus. Plus inquiet, oui. Alors je peux vous dire, voilà, les télévisions aux États-Unis, diffusaient, les chaînes d'information diffusaient 24 heures sur 24. Alors on n'avait plus rien à dire tant il se passait plus rien à un moment donné. Bon. Mais les choses sont toujours un peu en réalité augmentées, comme on dit quand on est éloigné. Et d'autre part, je crois que Florence a raison, tout le monde n'était pas Charlie. Alors, le je suis Charlie, oui, il était plutôt répandu, mais ce n'était pas l'unanimité quand même. Et rien que pour cela, d'ailleurs, il est intéressant de voir les effets que ça a produit, en effet. Et puis, il y a une ultime précision. Moi, je pensais, en vous écoutant, à un bouquin de Pierre Rosanvallon qui s'appelle « Le peuple introuvable », où il résume les choses en disant, ben voilà, le peuple, c'est une espèce d'entité en réalité qui n'existe pas. C'est quelque chose de très abstrait. Le peuple, c'est une espèce de force à laquelle on impute des décisions dans une démocratie, mais le peuple, ça n'existe pas. Bon. Mais sauf qu'il y a des moments où on aperçoit le peuple. On l'aperçoit le dimanche où toutes les élections ont lieu en même temps. Là, on le voit un peu, le peuple. Et puis on le voit dans des moments comme ça, dans des moments un peu historiques. Alors je ne sais pas, ça on le sait après aussi, c'est comme le retour de Sarkozy. Est-ce que ça, ce sera un instant historique? J'en sais rien, on le saura après ou on le saura peut-être jamais. Mais c'est au moins, me semble-t-il, un instant où on a aperçu quelque chose qu'on pourrait appeler le peuple. Il nous reste 5 minutes, peut-être qu'on va passer au souhait ou au vœu pour la rentrée, Mustapha. Vous en avez, vous, donc, Je pensais faire un peu de rétrospective parce qu'une fois Jean-Charles autour de cette table s'est moqué de l'avion Solar Impulse. On vient de traverser la Manche en 45 minutes avec un avion électrique. Oui, donc ça bouge hybride, et on avance et le progrès va dans ce sens. Voilà pour Solar Impulse. Vous n'avez plus qu'à miniaturiser ces forats qui puissent redevenir hôtel solaire et monter dans vos avions. Et voilà pour IFAN. Ça veut dire qu'il y a effectivement une évolution, comme il y a eu une évolution depuis plus de 110 ans, depuis Blériot. Aujourd'hui, voilà, c'était juste pour le dire, parce que c'est actualité. En revanche, non, moi, si j'avais un souhait, ce serait simplement que
les gens fassent beaucoup plus attention, encore une fois, et que ça soit une période propice pendant les vacances à l'alimentation et au tabagisme. Voilà, c'est juste mon coup de cœur pour dire que voilà, il faut faire attention, profiter de cette période pour bien vous alimenter, mieux vous alimenter. Et c'est quand même le premier médicament, je plaide pas en ma faveur, mais si, parce qu'on les retrouve plus tard et en bonne santé le plus longtemps possible. On les retrouvera de toute façon. La nature fait que les choses se dégradent naturellement. On est là pour les aider. Mais je préfère les voir le plus tard possible pour les aider. Et les alicaments, c'est bien ou pas bien alors? Pardon? Les alicaments. Les alicaments, par exemple. Ouais, par exemple. Mais l'alimentation, en l'occurrence, c'est le premier médicament. Et puis la cigarette, si on pouvait trouver le moment d'éviter de fumer pendant les vacances et de prendre de bonnes résolutions pour les vacances. Voilà, l'alimentation, la cigarette, la santé, pour ma part. C'est fort, des souhaits, vous? Oui, alors je crois que c'est à peu près le même en fait que celui que j'avais formulé pour la nouvelle année. C'est ce qu'on réfléchisse plus tous ensemble. Parce que, en fait, quand j'entends Florence dire ça, je me suis dit, ah mince, c'est tout. C'est dommage, en fait, que ça aille dans cette forme de revendication derrière. Moi, j'avais l'impression, par rapport à Charlie, justement, qu'on avait évité les amalgames. J'avais vraiment peur qu'on vire là-dedans. J'ai eu l'impression qu'au final, de ce côté-là, on a évité la casse. Mais par contre, il est vrai, là, vous voyez, il y a bientôt le 14 juillet. C'est la première fois de ma vie. J'ai défilé quand même le 14, donc j'aurais pu me poser la question à l'époque, mais pour autant, non. C'est la première fois où je me dis, j'espère qu'il va rien se passer. Donc je pense que le terrorisme, c'est une vraie question. Je me suis souvent dit que ça n'arrivait qu'aux États-Unis. C'est la première fois que je prends conscience que ça peut réellement arriver en France. Et réfléchissons pour justement ne pas alimenter Daesh et Boko Haram. Réfléchissons pour essayer de comprendre le bien fondé des choses telles qu'elles devraient être. Réfléchissons pour ne pas cliver inutilement, mais davantage essayer de comprendre l'autre et aller dans ce sens-là. Donc c'est toujours la même chose. Très bien. Florence? C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Que dire de plus après ça sur les valeurs essentielles moi, je veux bien dire autre chose. Si tu veux pas dire quelque chose, moi, je veux bien rajouter. Non, je vais quand même donner mes souhaits. J'espère qu'il y aura un accord avec la Grèce. J'espère qu'il y aura un accord avec l'Iran, parce que c'est vraiment extrêmement... C'est un dossier important. On n'en parle pas beaucoup parce il y a la Grèce qui est beaucoup d'actualité en ce moment, mais le dossier de l'Iran est important parce que c'est un pays ici, on trouve... C'est une clé pour résoudre... C'est une clé importante, absolument. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura une solution, puis qu'à la rentrée, on retrouve un petit peu de croissance et un peu moins de chômage. Stéphane Monson, pas de fouet. Moi, mes souhaits, c'est agir local, penser global. Moi, j'espère que les gens vont profiter de ces vacances pour se parler entre eux, pour lire. Pour éteindre leur télévision. Non pas que ce soit pas bien, mais il y a tellement de belles choses dans les livres. Et puis, mon souhait, c'est de retrouver en septembre une université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines en pleine forme. On a beaucoup travaillé au cours de cette année. L'université va beaucoup mieux. Nous intégrons Paris-Saclay. Donc voilà, moi je suis très optimiste. Jean-Charles, peut-être un conseil de lecture puisque oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Stéphane qu'il faudrait lire. Oui. Attention aux lectures. Donc, on a des tonnes de bonnes choses à lire. Il y a Amor le chat, qui est un polar, on dirait un scénario. Tarantino devrait faire le film, en fait. Donc ça, c'est vraiment une écriture très originale, mais en même temps très lisible, très fluide. Mais c'est un roman qui se lit à 250 à l'heure. Donc après, on peut en lire d'autres. Et alors, pour Mustapha, on avait parlé la dernière fois, c'est En main propre, une histoire d'un clerc de notaire algérien, d'origine algérienne, qui fait des allers-retours, etc. Je le recommande. Donc ça, c'est très très bien. Pour vous, il y a Ripley, avec ce type qui veut transformer Tarbes et la région de Tarbes en un bled du Midwest américain. Donc ça c'est très bien. On est bien la petite Joffre. Et puis, voilà. C'est fort, c'est quoi? C'est la BD non. Taxi. Moi, j'avais bien aimé. Je trouvais ça. Tu vois, sur la plage, c'est frais, c'est rigolo. Ça, c'est très très bien. Très bien. C'est très bien. Et puis, dernière chose, mon souhait, c'est qu'on arrive enfin à vendre les 2 Mistral qu'on n'a pas voulu vendre à Poutine. Parce que c'est beaucoup d'argent. Ben oui, on a deux bâtiments énormes. Cherchons pas quoi en faire. J'ai appris la semaine dernière qu'ils étaient brise-glace de surcroît. Oui, voilà. C'est pour ça que ça peut éventuellement servir. Mais en tout cas, c'est énormément d'argent. On parle de plus d'1 milliard d'euros. Et les vendre à qui?
Il y a une petite piste sur le Canada. J'ai cru entendre parler de ça. Mais l'armement grec fonctionne très bien. Non, il a accepté de baisser. Non, il va baisser le budget. Ce qui est une catastrophe parce que c'est nous qui lui vendions des armes. Donc c'est un peu dommage. Oui, d'accord. Enfin, brise-glace en Grèce. Tu vas pas faire la Grèce à la Turquie tout de suite quand même. Merci beaucoup à tous les 5. Voilà, c'était la dernière émission de cette saison. J'espère qu'on se retrouvera courant septembre, probablement. Moi, j'ai un souhait quand même, c'est qu'on se revoit à la rentrée. Bah oui, on va se revoir à la rentrée, oui. Vous êtes d'accord? Mais oui, d'accord. Bien sûr. Mais sinon, on se revoit entre nous. C'est pas grave. T'es le meilleur. Merci à tous. Pas fait terminé. Bonnes vacances à tous. Et donc, on se retrouve avec grand plaisir en septembre.